Lundi 6 décembre 2021, mesdames et messieurs, vous êtes à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les informations de ce jour, la Cour suprême a reçu 8 véhicules du président de la République. La cérémonie de remise officielle de cette dotation du président Andry Rajoelina, représentée par le ministre de l'Économie et des Finances ce jour, s'est tenue auprès de la Cour suprême à Anoussi. Reportage sur les images de Anza Razonarville. Optimisation des processus judiciaires, descente auprès des branches de système judiciaire, suivi de la mise en application des lois et du respect de ces dernières, telles sont les principales fonctions de la Cour suprême, ainsi que des 3 cours de justice qui la composent, qui ont besoin de l'usage des véhicules octroyés par le président de la République. La ministre de l'Économie et des Finances a expliqué aujourd'hui que cette dotation de véhicules pour la Cour suprême et pour les 3 cours de justice qui la composent est une initiative du président de la République. La responsabilité du ministère de l'Économie et des Finances se limite à la mise à la disposition de la somme qui a servi à l'achat de ces véhicules, mais il ne décide pas de celui qui en bénéficiera. Par contre, c'est le ministère de la Justice qui a effectué les démarches administratives en ce qui concerne l'utilisation de la somme, notamment l'achat de ces véhicules, d'après les informations. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a invité les destinataires à faire bon usage de ces véhicules qui ont été octroyés aujourd'hui. Concernant l'affaire Apollo 21, 20 personnes impliquées dans la tentative d'assassinat du président de la République malagasy et des hauts responsables de l'État ou affaire Apollo 21 sont passées devant la barre aujourd'hui au palais de la justice à Anoussi, rappelant que des gendarmes haut gradés, 2 femmes, 2 étrangers et un politicien sont impliqués dans l'affaire. Le détail dans ce reportage de Aniana Martina Enzar Ranjenso. Les 20 personnes impliquées dans la tentative d'assassinat du président Andry Rajoelina et des hauts responsables de l'État sont arrivées au palais de la justice à Anoussi vers 9h. 4 mois après leur arrestation, ces personnes ont été présentées devant la barre. Les forces de l'ordre ont été strictes sur la sécurisation des lieux aux alentours du palais de la justice, mais aussi à l'intérieur. Aucun caméra n'a été autorisé durant l'audience. Les 20 personnes impliquées sont passées devant le président de la Cour et ses 6 suppléants. Il s'agit notamment de 2 femmes, de 12 gendarmes, dont 5 officiers, d'un général à la retraite, d'un ressortissant étranger, Philippe François, qui est parmi les cerveaux de cette affaire Apollo 21, avec Paul Rafanoir, doté d'une double nationalité, et d'un politicien, Ivan Rangiasanakul, plus connu sous le nom d'artiste Sarirek. L'audience de ces présumés a duré jusqu'à cet après-midi. Rappelant que les 13 gendarmes et le politicien ont été mis sous mandat de dépôt hier, alors que certains parmi eux ont déjà bénéficié d'une liberté provisoire. Le ministre de la Justice a souligné aujourd'hui que cette mesure, une ordonnance de prise en charge, a été prise afin de pouvoir les amener ensemble devant la justice. Toujours dans cette page politique, Dama Andjianarse Douretaf Arsène est élu nouveau président de la CENI pour un mandat de 6 ans. L'élection s'est tenue aujourd'hui de manière démocratique. La révision annuelle de la liste électorale est la première tâche qui attend ce nouveau bureau de la CENI. Reportage de Radramanan Zatouv et Anza Razonarville. Dama Andjianarse Douretaf Arsène est le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Il a été élu parmi les 9 membres. Il est parmi les membres de la CENI désignés par le président de la République. Andjamala Zarei Andunien est élu premier adjoint président, Hussein Abdallah, 2e adjoint, et Razaf Mahmoud Lazarabar, 3e adjoint. Soit Andjia Martaf, qui est le premier rapporteur général, si le 2e est Andjenar Vunantuan Natin Ifan Mezantsu. Les conseillers sont Janogi Joseph Razaf Njebe, Ravalte Rajak Mikael et Fidmiaf Roger Marc. L'élection de ce bureau s'est déroulée d'une manière démocratique et les candidats se sont présentés pour chaque poste selon les explications. La révision annuelle de la liste électorale est la première tâche qui attend ce nouveau bureau permanent de la CENI. La mise en place de ce bureau est conforme aux textes et lois en vigueur selon les explications. Le règlement intérieur qui régit les membres du bureau a été élaboré.
Le ministère de l'économie et des finances de Madagascar et la Banque de développement allemande ont signé ce jour de contrat d'aide financière pour une valeur totale de 45,7 millions d'euros pour la protection de la biodiversité de Madagascar. Cette dotation contribuera au capital de la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar. Les revenus rapportés par ce capital donneront aux aires protégées et aux communautés riveraines les moyens de renforcer durablement la lutte contre les pressions grandissantes qui pèsent sur la biodiversité et les ressources naturelles du pays. Écoutons la ministre de l'Économie et des Finances. Et cette révision à la hausse démontre l'importance que vous accordez à la protection des aires protégées de Madagascar qui, en passant, constitue l'un des principaux chevaux de bataille de notre président de la République Andrzej et de notre gouvernement dont je représente ici aujourd'hui. Les défis sont immenses, mais ensemble, nous y arriverons. En effet, nous devons faire face à deux importantes menaces. La première s'agit des actes humains et la seconde du changement climatique. Et concernant cette dernière, un rapport publié par WWF intitulé « Vulnérabilité et adaptation au changement climatique des aires protégées de Madagascar », une étude qui portait sur 72 aires protégées démontre que ces dernières sont toutes vulnérables au changement climatique. 53% d'entre elles, dont la plupart se trouvent dans le nord et le sud du pays, sont même considérées comme étant très vulnérables. Et dans les informations de ce jour également, des travaux d'examen du sol, surtout des roches, dans les points où seront érigés les pylônes pour le transport par câble ou TPC. Tel est l'objet de la visite du secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat avec les ingénieurs et les techniciens samedi dernier à Anous. À part Anous, toutes les gares et les points où les pylônes seront installés feront l'objet d'une telle démarche. Reportage. 50 pylônes serviront pour la mise en place du projet transport par câble ou TPC. Les conditions du sol doivent être étudiées afin de garantir la solidité et la sécurité de ce projet. Selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, il est important d'effectuer l'examen des conditions du sol et la recherche des roches solides afin de garantir une bonne fondation des pylônes. Les techniciens et ingénieurs devront creuser jusqu'à 20 à 30 mètres dans le sol pour trouver cette sorte de roche ou substratum rocheux. Seule cette roche peut être une garantie de la solidité des fondations, a ajouté le secrétaire d'État. Cette méthode est adoptée partout, et tous les endroits où les infrastructures des TPC seront construites sont concernés par ce contrôle. La mise en place de ce nouveau moyen de transport n'est pas un projet qui date d'hier. Il a été pris pour solutionner les problèmes des embouteillages dans la capitale. Nous avions eu des soucis avec les embouteillages depuis 30 ans. Nous perdons environ 1000 milliards d'arias dans les embouteillages tous les ans. Ce projet transport par câble est un projet écologique qui n'a pas d'impact social. Il n'y aura pas non plus d'expropriation car il n'a pas besoin de démolir. La construction de nouvelles voies dans l'axe ouest-est nécessitera la destruction de beaucoup d'infrastructures. Ce projet est le résultat de 30 ans de recherche de solutions. Gérard Angiamanoissou a ajouté que les études y afférentes sont également effectuées par l'ONE. Rappelons que 8 gares seront construites dans le cadre de ce projet. Le TPC reliera les quartiers d'Andoual, Anous, Mbuzetouf, Nkourndjan, Ivange, Mbadbe, Nkat, Souaran et Mbandi. Et puisqu'on évoque les impacts de ce nouveau moyen de transport, l'installation des transports par câble n'impactera ni la production ni la consommation d'électricité d'Antananarive et de ses environs selon les investigations effectuées par l'Office national pour l'environnement ou ONE. D'après les informations, une production d'électricité à hauteur de 28 MW à Maïnsi alimentera le téléphérique. L'Office national pour l'environnement a également rapporté aujourd'hui le bon déroulement des inspections environnementales et techniques pour ce qui est de l'installation des pylônes. Les habitants concernés par le projet peuvent émettre leur opinion sur la page Facebook de l'ONE ou encore dans le cahier de registre des Fukuntani. Et le ministre des Travaux publics effectue une visite dans la région Ansane actuellement pour y constater l'avancement de la réhabilitation des routes. Parmi ces routes, les tronçons de la RN2 reliant Passamadine à Touamas à l'entrée de la ville achevée à 65% et le boulevard à Tsimlo dans le centre-ville dont les travaux de la première phase prendront fin en avril 2022. Reportage sur les images de Kevin Ravounersan.
Les travaux de la première phase du boulevard Ratsimlao prendra fin au mois d'avril 2022, selon le ministre des Travaux publics, durant sa visite pour y constater l'avancement des travaux hier. La société en charge des travaux devra fournir un planning pour le reste des travaux. L'objectif est de les accélérer car le ministre a constaté qu'ils n'avancent pas. Les matériels et équipements de la société devront arriver sur les lieux le plus vite possible. L'entreprise devra également fournir un nouveau système pour protéger de la pluie les routes déjà terrassées, selon les consignes du ministre. Pour la deuxième phase des travaux, l'appel d'offres est déjà en cours. Elle devra débuter en début d'année. Selon les propos du ministre des Travaux publics, les travaux de la deuxième phase ne peuvent pas commencer cette année car il faut protéger les remblais des pluies. Néanmoins, les travaux de réhabilitation et construction de la route boulevard Ratsimlao seront terminés avant la fin de l'année 2022. Le ministre des Travaux publics a également effectué une visite des travaux de la route nationale numéro 2 entre le PK 304 à PK 352 reliant Passamadine à Tuamasan. 65% des travaux y sont effectués et le chantier avance normalement selon le ministre. Avant de passer dans les actualités internationales, des femmes malgaches qui se trouvent encore dans des pays arabes actuellement sollicitent l'aide du gouvernement pour leur rapatriement. Elles sont plus de 300, certaines sont en prison depuis 1 an et demi déjà, d'autres subissent des difficultés financières suite à leur licenciement et d'autres encore n'ont plus de contrat. Elles sont dans l'impossibilité de rentrer à cause de l'inexistence de vols. Aniana Martina nous en dit plus. 380 femmes de nationalité malgache sont bloquées en Arabie Saoudite, au Koweït et au Liban actuellement. Faute de papier, beaucoup d'entre elles sont emprisonnées. 180 sont détenues dans des prisons au Koweït et 100 en Arabie Saoudite. Elles se sont déjà plaintes auprès de l'ambassade de Madagascar à Riyad en Arabie Saoudite, mais en vain. Elle demande alors un vol spécial pour pouvoir revenir au pays. Elle déclare également prête à suivre toutes les mesures que l'État malagasy impose face à la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Dans les actualités internationales, le président sortant de la Gambie, Adama Barrow, a été officiellement déclaré vainqueur dimanche de la présidentielle pour la commission électorale. Avant même la proclamation finale, ses adversaires ont dit contester ces résultats et se réservent tous les moyens d'action. Reportage. Concert de klaxons, cris de joie, danse, musique. Les supporters d'Adama Barrow ont célébré sa victoire. Dès l'annonce de sa réélection, ils ont convergé vers le centre-ville de Banjul, autour du McCarthy Square, un terrain de cricket à 2 pas de la présidence. C'est là que Adama Barrow les a rejoints un peu avant minuit. Il s'est adressé très brièvement à la foule. Il a dit notamment, en s'adressant aux autres candidats ayant participé à l'élection, oublions les élections, joignons nos forces et travaillons pour améliorer la Gambie. Il a été très longuement acclamé par la foule avant de se retirer. Je vous propose d'écouter ses partisans. Je suis heureux parce que j'ai confiance dans le président Adama Barrow. Pendant son premier mandat, il n'a pas eu assez de temps pour développer le pays. Je crois qu'au cours des 5 prochaines années, il apportera beaucoup de progrès aux Gambiens. Je me sens très heureuse parce que Barrow a gagné. Je suis super heureuse là. Nous sommes très contents, comme vous pouvez le voir. Ces célébrations parlent d'elles-mêmes. On est quand même déçus par la réaction de l'opposition parce qu'on ne s'attendait pas à ça. L'opposition, de son côté, a rejeté les résultats avant même leur proclamation finale. Ousseynou Darboe, arrivé deuxième dans ce scrutin, aux côtés de 2 autres candidats, a expliqué devant la presse que ses observateurs sur les terrains avaient observé de nombreuses irrégularités. Il appelait toutefois ses partisans à garder leur calme. Quant à la CEDEAO, l'instance régionale qui avait été très active dans la crise post-électorale en 2016, dans un communiqué dimanche, elle appelle tous les candidats à accepter les résultats. En Birmanie, Aung San Suu Kyi, peut-être... Emmanuel Macron réunit un conseil de défense aujourd'hui pour prendre des décisions face à la flambée des cas de Covid-19 en France. La 5e vague a déjà poussé plusieurs pays européens à mettre en place de nouvelles restrictions, mais la France ne semble pas sur cette ligne. France 24. Faut-il s'attendre à un nouveau tour de vis à l'issue du Conseil de défense sanitaire? A priori, pas de reconfinement ni de retour du couvre-feu, mais des pistes seront débattues pour freiner l'épidémie.
Parmi elles, une forte incitation au télétravail, une mesure réclamée par les médecins. Ça peut avoir un impact non seulement sur les contaminations qui ont lieu lors du travail, mais aussi lors de la restauration et dans les transports en commun. Y aura-t-il de nouvelles jauges ? À 3 semaines de Noël, les centres commerciaux et les restaurants s'inquiètent. À Bordeaux, par exemple, les restaurateurs sont pessimistes. Pour le Nouvel An, c'est mal parti. J'ai déjà prévenu mon personnel en disant qu'à mon avis, le 31, on ne le fera pas. On a beaucoup d'annulations, notamment les touristes, mais aussi les écoles qui annulent un par un. Faut-il s'attendre à un retour généralisé du masque en extérieur ? Certaines villes l'ont déjà anticipé. Masque obligatoire dans les rues les plus fréquentées et sur les marchés comme ici à Strasbourg. Bonne ou mauvaise idée, les avis sont partagés. C'est un peu dur à encaisser parce qu'on s'est quand même fait vacciner 1 fois, 2 fois. Là, il va falloir faire un rappel. Ça ne me dérangerait pas de mettre le masque un peu partout si c'est pour protéger autrui. Qu'en sera-t-il à l'école ? L'idée d'anticiper les vacances de Noël n'est pas écartée selon le ministère. Les syndicats enseignants, eux, préféreraient revenir à un protocole plus strict. Pour le moment, nous souhaitons fermer la classe dès le premier cas de Covid pour éviter la contamination dans les classes. Trouver des mesures efficaces, sans trop contraindre ceux qui ont accepté de se faire vacciner. Pour le gouvernement, c'est un travail d'équilibriste. Condamnée à 4 ans de prison dans un premier temps, la prix Nobel de la paix et ancienne dirigeante de la Birmanie, Aung San Suu Kyi, assignée à résidence depuis le coup d'État du 1er février, a vu sa peine réduite aujourd'hui à 2 ans de prison pour violation et incitation à violer les lois en matière de catastrophes naturelles. France 24. C'est un verdict sévère, en effet, qui vient de tomber. Là, nous sommes à la mi-journée, déjà en Asie du Sud-Est. 4 ans de prison, c'est un verdict assez sévère si on prend en compte le fait qu'il ne concernait que les 2 premiers des 11 chefs d'accusation qui pèsent aujourd'hui contre Aung San Suu Kyi, ceux donc qui concernaient l'incitation aux troubles publics et la violation des lois anti-Covid. Donc un verdict très sévère qui est de nature à satisfaire les militaires. En tout, ce sont 102 ans de prison que risque Aung San Suu Kyi si on prend en compte également les chefs d'accusation plus sévères qui concernent la trahison et le secret d'État. C'est un verdict qui n'est pas étonnant dans un pays où l'état de droit a disparu, où désormais les militaires tiennent complètement les carrières et la vie des juges. C'est un verdict néanmoins qui a pour but très clairement d'écarter définitivement de la vie politique Aung San Suu Kyi qui aujourd'hui a 76 ans. Aung San Suu Kyi dans 4 ans, elle aura donc 80 ans, mais l'aura, le pouvoir moral, ce qu'elle représente pour les Birmans est tellement fort que cela fait d'elle un adversaire politique contre lequel les militaires ne pourront jamais lutter. C'est bien là toute la question. La Birmanie est toujours dans un état très volatile. Il y a des émeutes tous les jours, même si elles ne sont pas forcément toujours au centre de l'attention médiatique aujourd'hui. À Rangoon, encore hier, de nombreuses manifestations ont eu lieu et d'ailleurs un convoi militaire a créé des blessés, a conduit directement dans la foule, faisant au moins 3 blessés graves. Les situations aux frontières, et notamment à la frontière indienne, vraiment a glissé dans la guerre civile ces derniers mois. Et donc, il est à craindre que ces 4 ans de prison pour la dame de Rangoon ne viennent ajouter à une situation qui est déjà extrêmement volatile aujourd'hui en Birmanie. Et dans l'actualité sportive de ce jour, bon nombre des présidents de fédérations sportives malgaches sont au terme de leur mandat actuellement, raison pour laquelle les élections se font fréquentes dans plusieurs disciplines. Pour ce qui est de l'athlétisme et du handball, les élections ont eu lieu samedi et dimanche dernier avec comme résultat de nouveaux présidents. Reportage de Liv Angia Mananzar et Michel Rakoutson. Sur 13 ligues régionales ayant participé à l'élection, 8 ont voté pour Ayrton Dominique, qui est donc le nouveau président de la Fédération malgache d'athlétisme. Il est primordial pour le nouveau dirigeant de la fédération de rehausser le niveau et d'améliorer les techniques dans cette discipline pendant les 4 ans de son mandat. Par ailleurs, les préparations aux Jeux des îles 2023 qui se dérouleront à Madagascar font également partie de ses priorités. Par ailleurs, l'élection au niveau de la Fédération malgache de handball s'est également tenue la fin de la semaine dernière.
Deux candidats se sont inscrits, Jair Herzog, Regina Claris et Rufin Rangianian, connus sous le nom de Maître Pote. Fidel Razavtsalam, l'ancien président, quant à lui, n'a plus été autorisé selon les dispositions de la fédération. Ayant obtenu 11 voix, Jair Herzog, Regina Claris a été élu président de la Fédération malgache de handball pour un mandat de 4 ans. Une des ambitions de Jair Herzog, Regina Claris est de multiplier le nombre des ligues régionales dans le pays, sans compter le fait de rehausser le niveau et les techniques du handball à Madagascar. À noter que l'interdiction faite aux journalistes sportifs lors des dépouillements a été le hic de ces deux élections. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.